La tragédie de l'agneau. L'agneau était le fils unique d'un maître camionneur du port de Marseille. Ce puissant chef possédait, dans de longues écuries, une centaine de chevaux, car en ce temps-là, l'essence de pétrole ne servait qu'à nettoyer les gants, à transformer les taches des vêtements en auréoles, et parfois à faire exploser, sous le cafetière matinale, de petits réchauds garantis sans danger. Les chevaux de Monsieur Lagneau n'étaient donc pas enfermés sous un capot, mais ils trottaient au grand jour, énormes et cachant 4 pavés sous chaque sabot. Leur maître était à leur image. Pour me donner une idée, l'agneau me dit « Tu connais la bibliothèque de l'étude ? Eh bien, chaque fois que je la vois, je pense à lui. Il est presque aussi large, un peu moins haut et plus épais, avec une moustache noire énorme et tellement de poils sur les mains que des fois il les coiffe avec un petit peigne. Et en plus une voix terrible qui lui rabote le gosier. » Ce père de la grande espèce se vantait d'avoir fait fortune à la force du poignet, ce qui n'était pas une métaphore, car il faut un poignet de fer pour conduire des attelages de 3 percherons. Après plus de 25 ans de travail et de nuits bien courtes, il avait pu faire peindre son nom en lettres blanches sur les 3 ridelles de 50 camions. Et, en dessous du nom, il y avait un numéro qui, par une sorte de magie, correspondait, comme un nom, à une machine téléphonique logée dans une boîte à manivelle, qui était vissée contre le mur. Avec cet appareil, il était possible de parler, sans crier, à des personnes qui étaient de l'autre côté du vieux port. J'en avais entendu parler, mais je ne savais pas que ça existait chez des gens comme une machine à coudre ou une cafetière. Le camionneur, assez peu instruit lui-même, croyait à la vertu des études. Il était sur ce chapitre fort sévère pour son fils. C'est pourquoi, pendant la première année de 6e, l'agneau avait reçu un certain nombre de corrections, c'est-à-dire quelques volées de coups de canne dont la plus remarquable avait failli, selon lui, l'envoyer à l'hôpital. Il me confia que sa peau en était restée zébrée de profondes cicatrices, trop mal placées d'ailleurs pour qu'il pût me les montrer au lycée, même sous le préau. J'étais effrayé par la description d'aussi graves sévices, et je le regardais d'un air apitoyé. Mais il cligna de l'œil et déclara « Tout ça, c'est du passé, ça n'existe plus, parce que ma mère et ma tante, à force de réfléchir, ont trouvé un truc formidable. Et maintenant, je peux m'offrir gratuitement 1 ou 2 retenues par semaine. Et j'en rigole de bon cœur. Je vais t'expliquer le truc. » J'avais vu sa mère quelquefois le soir, à la sortie du lycée, car elle venait l'attendre sur la petite place. Mais je ne l'avais jamais approchée. L'agneau, pour d'évidentes raisons de dignité, lui avait défendu de se manifester tant qu'il était avec ses camarades. Elle restait donc en sentinelle au coin de l'étroite rue Mazagran, où des dames peintes comme des poupées prenaient l'air du soir en se promenant infatigablement. Lorsque nous sortions, l'agneau feignait de ne pas la voir, et elle nous suivait assez loin. C'était une dame assez grosse, qui avait des chapeaux superbes, avec des fleurs et des oiseaux, et une voilette sur la figure. Mais comme ses cheveux paraissaient blonds, j'avais cru deviner que c'était sa grand-mère. Elle aurait pu l'être, car il me révéla qu'elle avait presque 50 ans. Cette tendre mère avait une sœur, qui était non seulement la tante, mais la marraine de l'agneau. Je ne l'avais vue, de loin, qu'une seule fois, mais sa personnalité m'avait paru si remarquable que je ne l'avais pas oubliée. Elle était très grande, avec les épaules tombantes, comme les bouteilles d'eau minérale. Et elle faisait des gestes immenses en marchant dans la rue, au risque de gifler un passant. L'agneau me dit que c'était un cœur d'or. Ce qui m'étonna d'abord, mais je pensais ensuite que les cœurs d'or se cachent souvent dans des personnes dégingandées, comme Don Quichotte. Ces 2 femmes adoraient l'agneau, fils et neveu unique. Elles étaient révoltées et déchirées par les violences du camionneur. Et quand l'agneau recevait une fessée de coups de canne, la mère mangeait son mouchoir et la tante ne pouvait plus s'asseoir pendant 2 jours. La première année de 6e, dévastée par des retenues presque hebdomadaires, avait été pour elle un long martyre. Chaque semaine n'était que l'attente du mercredi, fatale échéance de la distribution des cols. Ce jour-là, elle faisait de grands efforts pour prendre quelque nourriture à midi, à la table du camionneur, qui dévorait le pâté de grive, le rumsteak et le gratin dauphinois, avec l'insouciance d'un ogre. Et elle tremblait à le voir prendre ainsi des forces pour la vespérale bastonnade. L'après-midi se passait en conversation dont l'optimisme était clairement démenti par les soupirs de la mère et les tics de la tante, qui, pour se rassurer elle-même, chantait parfois, le menton tremblant sous une voix stridente, quelques romances du temps jadis. Enfin, vers 7 heures, l'agneau arrivait. Parfois, il criait dans l'escalier « Ce soir, il y aura du dessert !» Alors la joie était si grande que la tante, penchée sur la rampe, fondait en larmes, et que la mère courait prendre ses gouttes pour calmer les battements de son cœur.
Mais quand il montait les escaliers sans rien dire, et qu'il sortait de sa serviette la feuille de sa condamnation, alors, après quelques gémissantes questions, elle restait muette et comme frappée de stupeur, mais tressaillante au tintement lugubre de la pendule, qui rapprochait le retour de l'exécuteur. C'est pourquoi, pendant la trêve des grandes vacances, elles avaient mis au point un plan longuement mûri pour échapper au triple martyr. Comme la famille était au repos dans une villa près d'Alors, la tante révéla au camionneur stupéfait qu'elle avait toujours eu la passion des excursions dans la colline. Et, tous les 2 jours, on la voyait partir vers les 7 heures du matin, sac au dos et le bâton ferré à la main. Le beau-frère ne blâma point cette folie ambulatoire, et déclara qu'il était bien naturel qu'une vieille fille calmât ses nerfs d'une façon ou d'une autre, et que l'alpinisme était préférable au gigolo. Puis il s'avisa que l'air des collines ferait plus de bien aux petits que la fréquentation des voyous du village. L'agneau fit semblant de rechigner avant de s'incliner devant le désir de son père. Il n'aimait pas du tout les excursions, mais il était dans la confidence, et il savait que ces hygiéniques promenades ne le mèneraient pas plus loin que les 4 saisons, où un bistrot bien approvisionné lui servirait un plantureux repas, et où il pourrait jouer toute la journée avec des garnements de son âge. Ce régime lui profita, et le camionneur fut ravi. C'est pourquoi, dès la rentrée, les 2 tendres friponnes proposèrent au père que ces bienfaisantes sorties fussent continuées le jeudi. Il fronça le sourcil et ricana. « Le jeudi ? Dans notre famille, le jeudi, c'est le jour des retenues. »« Il n'en aura plus !» cria la tante. « Jamais plus vous n'aurez à signer les bulletins de retenue. Jamais plus. »« Dieu vous entende !» dit le camionneur incrédule. « Enfin, nous verrons. »